Recording is on. Voilà, c'est parti. Donc, bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Et l'idée de cette présentation, donc, c'est de présenter le projet Tezos et avec un focus sur le baking. Donc, d'abord, Tezos, c'est une blockchain publique. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vais partir du principe que tout le monde est au point sur ce qu'est une blockchain publique, une crypto-monnaie. Et ce qui est très spécifique, mais on va en parler plus en détail au fil de la présentation, c'est qu'il y a un algorithme de consensus dit Liquid Proof of Stake. Donc, le Proof of Stake, déjà, est-ce qu'il faut expliquer brièvement ce que c'est que le Proof of Stake ou c'est clair pour tout le monde? Je pense que c'est clair. Hein. Ok, mais en gros, un des gros problèmes du Proof of Stake, enfin pour ceux qui ont suivi des projets comme NXT, c'est que donc, les bakers, donc, on tire au sort au prorata de qui a les crypto-monnaies, qui va être au prochain bloc. Donc, si vous avez peu de crypto-monnaies, que vous n'êtes pas voilà, un des gros détenteurs, vous allez assez rarement ajouter des blocs. Et du coup, vous n'êtes pas incentivé, vous n'êtes pas incité, pour parler français, à participer au réseau, à vous connecter et à contribuer au Proof of Stake. Vous êtes incité, c'est ce qui se passait très bien pour des crypto-monnaies comme NXT, à laisser vos tokens à un tiers qui a plein de la crypto-monnaie, parce que lui, il va mettre plus souvent des blocs. En termes d'espérance de gain, vous gagnerez autant qu'en mettant des blocs rarement, mais vous réduirez considérablement votre variance. Quelqu'un qui en moyenne stack un bloc sur deux, bah, en gros, à la fin de la journée, il va avoir à peu près des montants fixes. Alors que quelqu'un qui stack une fois tous les 1000 blocs, peut-être qu'il aura un bloc dans le mois ou peut-être pas, et il y a une énorme variance. Et donc, il se passait quelque chose de naturel sur le Proof of Stake et qui était anticipable, c'est que globalement, tout le monde laissait ses crypto-monnaies sur un exchange. Et ça causait plein de problèmes de single point of failure, de tiers qui finalement gardaient la crypto-monnaie de tout le monde et potentiellement prenaient le contrôle du réseau, en tout cas avaient un impact sur le réseau qui n'était pas forcément souhaitable. Tezos prétend répondre à ces problématiques avec ce qu'on appelle le Liquid Proof of Stake, que je vais détailler juste après. Mais le principe fondamental, c'est que vous pouvez déléguer sur Tezos. C'est-à-dire que vous pouvez garder votre crypto-monnaie, mais donner votre droit à baker à quelqu'un d'autre, à un baker. Donc, pour différentes raisons, sur Tezos, on appelle ça le baking. Et cette délégation fait que aujourd'hui, sur Tezos, vous avez 80% environ de participation dans les votes dans le protocole, mais pas plein de gens qui délèguent au lieu de donner les clés privées, donc qui gardent le contrôle, mais qui délèguent. Donc c'est ça, une des grandes spécificités de Tezos. Une autre grande spécificité, c'est la gouvernance on-chain. Alors ça, je ne sais pas si vous avez des questions ou si c'est clair pour tout le monde ce que c'est que la gouvernance on-chain. Je vais peut-être préciser du coup. L'idée fondamentale, c'est que vous votez pour l'évolution du protocole. Voilà, les bakers, et donc pour ceux qui ne bakent pas, mais qui délèguent, donc disons plus généralement les détenteurs de thèse, peuvent voter pour des changements on-chain. Et l'idée, c'est que ça permet déjà de définir ce qui est un changement qui fait consensus ou non. Parce qu'en gros, sur les blockchains, le standard jusqu'ici, c'est vraiment une nouveauté, une spécificité de Tezos, cette gouvernance on-chain, c'est le hard fork. C'est-à-dire, finalement, comme pour n'importe quel projet open source de code, comme un projet comme Linux, vous proposez un nouveau code. Donc, on parle de hard fork quand il est en contradiction avec les anciennes versions du code, quand il y aura des problèmes de compatibilité entre les anciennes et les nouvelles versions. Mais en gros, c'est ce qui s'est passé sur Bitcoin avec Segwit, Bitcoin Cash, c'est ce qui s'est passé sur Ethereum avec le projet The DAO. On propose une version et puis on découvre a posteriori, quand c'est le cas, qu'il n'y avait pas consensus dans la communauté. Là, l'idée, c'est que sur Tezos, vous allez pouvoir voter. Donc, ça n'empêchera pas les hard forks, ça n'empêchera pas que des gens
iront faire une autre chaîne s'ils le souhaitent, et c'est arrivé, basée sur l'historique de la chaîne, mais avec des choses différentes. Par contre, ce qui est très important d'un point de vue juridique et technique, et du coup opérationnel, c'est que vous allez pouvoir définir ce qu'est Tezos. Vous allez pouvoir dire, pour moi, Tezos, c'est la chaîne des votes. Alors, vous avez le droit de considérer que ce n'est pas le cas, mais pour des raisons opérationnelles, voilà, c'est bien d'avoir, entre guillemets, une chaîne qui, par définition, fait consensus suivant la gouvernance on-chain. Sur Bitcoin, par exemple, voilà, il y a des débats, il y a des gens pour vous dire Bitcoin Cash, pour nous, c'est vraiment Bitcoin. Bitcoin, c'est Bitcoin Core. Et typiquement, définir Bitcoin pour une entreprise, c'est compliqué, parce que voilà, vous avez ces problèmes-là. Et il y a une phase dans les hard forks où vous avez cette ambiguïté-là. Alors que avec cette problématique des votes, vous n'avez plus ce problème. Est-ce que c'est clair pour la gouvernance on-chain ou est-ce que quelqu'un a des questions? Non, bon. je continue. Et donc voilà, comme je l'ai expliqué, ce qui est fondamental à Tezos, et c'est pour ça qu'on parle de liquid proof of stake, parce que ça a été, entre guillemets, liquéfié, le droit de vote, le droit de baker, il est délégué par un détenteur. Et donc, vous pouvez avoir très peu de thèses. Donc, en moyenne, vous allez très peu baker de blocs. C'est pas grave, vous pouvez déléguer à un baker. Autre grande spécificité de Tezos, c'est la preuve formelle. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde la preuve formelle, ou peut-être je devrais expliquer un peu ce que c'est en informatique. Moi, ça serait bien parce que moi je trouve que c'est un élément essentiel justement au niveau de la sécurité, justement au-dessus des smart contracts. Tu vois, expliquer, ouais, c'est vraiment très intéressant. Ça. J'adore. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Ah oui. Très bien. Donc, il ne s'agit pas de donner un cours de logique, voilà, mais je renvoie, pour ceux que ça intéresse, à voilà, des cours de logique, les problématiques de Zermelo-Frankel, le théorème de Gödel ou des choses comme ça. Mais en gros, il y a, on va dire, la logique générale et puis il y a la logique en informatique. Donc, on parle bien de ça quand on parle de preuve formelle. C'est-à-dire, vous allez vous créer un environnement où vous allez pouvoir définir ce qu'est un bug et vérifier par une machine que votre code a des bugs ou pas. En ayant bien défini d'un point de vue informatique ce qu'est un bug. Et donc, très concrètement, peut-être un mot d'histoire de la logique formelle. C'est apparu suite à un crash de la fusée Ariane. C'est assez largement d'ailleurs des technologies de l'école informatique française, même si maintenant c'est largement repris dans le monde entier. Mais c'était donc l'époque du crash de la fusée Ariane, donc c'était à peu près 20 000 lignes de code. Enfin, une fusée, voilà, c'est plusieurs centaines de millions de budget. Là, c'était 20 000 lignes de code. Et il y avait une ligne où, en gros, il y avait une mauvaise conversion d'entier. C'est-à-dire, vous aviez un entier qui était traité d'une certaine façon et il aurait fallu qu'il soit traité autrement. Donc, des bugs qui sont très connus. Voilà, typiquement, respecter la façon dont les entiers sont considérés. Pour différentes raisons, une machine, elle peut considérer des entiers comme des flottants ou comme des entiers ou comme d'autres types de choses selon les langages. Donc, c'est quelque chose de très facile à voir, très connu comme bug, mais pour un humain, sur 20 000 lignes de code, voilà, il était peut-être apparu 500 fois, vous l'avez corrigé 499 fois, mais poum, il reste une fois. Et très concrètement, pour la fusée, il se passe quoi à la fin? Le crash au décollage. Et donc, il y a cette idée de dire finalement, l'humain, il est pas fiable pour un certain nombre de choses. Et donc, une machine aurait trouvé ce bug. Voilà. Et c'est suite à ça que désormais, beaucoup de choses en ingénierie en France sont faites, et pas qu'en France, encore une fois, dans le monde entier, sont faites par logique formelle, quand ça le justifie en termes d'ingénierie. Typiquement, quand vous travaillez avec des centrales nucléaires, donc un petit bug du style de ce que je viens de mentionner, ça vous fait peut-être un Tchernobyl. Ou voilà, quand vous avez vraiment un bug qui peut être ultra critique, c'est rationnel de payer un surcoût pour avoir une machine qui vérifie votre code. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la logique formelle. Et donc, l'idée, c'est que Tezos, c'est vraiment la première blockchain, à ma connaissance, qui a été pensée pour faire de la logique formelle pour les smart contracts. Et typiquement, ce n'est pas le cas d'un Ethereum. Et donc, pour donner des exemples très, très concrets, sur Tezos, il y a une adresse multisignature, donc un contrat d'adresse multisignature, donc un contrat qui vous permet d'avoir plusieurs clés privées pour effectuer des transactions, pour signer une transaction.
et donc répartir la propriété entre plusieurs personnes. Nous, on a un wallet multisignature qui est prouvé formellement. Donc, vous êtes sûr qu'il fera bien du 3 sur 5, par exemple, si vous voulez le faire. Et donc, je ne sais pas si tout le monde est familier, par exemple, de ce qui s'est passé sur l'ICO de Parity, qui faisait donc Parity, qui est un projet très intéressant par ailleurs, P-A-R-I-T-Y. Eux, ils avaient codé un code de smart contract donc pour leur wallet multisignature. Et c'est pas clair ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont levé plusieurs dizaines de millions d'euros. Et en fait, justement, sur un contrat multisignature qui n'avait pas été prouvé formellement, et où il y a eu un bug, et il semble que ce bug, et je crois qu'il n'a pas été résolu, faisait que le contrat multisignature fonctionnait pas exactement comme prévu. Voilà, une petite erreur de code qui arrive, mais qui concrètement a mené à un blocage des fonds. Voilà. Donc vous vous retrouvez un contexte où vos fonds sont bloqués parce que y a une erreur de code. Et ça, normalement, la logique formelle vous évite ça. Et c'est en ça que voilà, on pense à Tezos que ça a un grand, enfin c'est vraiment important. Voilà. Et donc typiquement, si vous voulez avoir beaucoup d'argent en crypto-monnaie, c'est mieux de travailler avec des multisig prouvés formellement que voilà, tentez le coup et puis s'il y a un bug, tant pis pour vous, vous avez perdu vos fonds. Typiquement, voilà, pour donner un autre exemple, le contrat de The DAO, en fait, son bug, il était assez simple. Il était difficile à voir sur l'ensemble des lignes de code, mais il était assez simple. Et sans doute que avec un bon test de logique formelle, on aurait pu le voir. Et du coup, éviter, pour ceux qui connaissent l'histoire, plusieurs centaines de millions de fonds perdus et plein de problèmes avec la chaîne Ethereum suite à ça. Et l'idée, c'est que la sécurité, il faut que ça se fasse by design au début. Tezos a vraiment été pensé pour que dès le début, il y ait de la logique formelle, ce qui n'est pas le cas des autres chaînes, même si peut-être il y aura des changements plus tard. Mais, du coup, j'ai une question par rapport à ça. Bien sûr. Ça se représente comment en fait en termes de code? C'est des tests unitaires automatisés, ça se représente comment? Alors, il y a des langages spécifiques. Il y a le COG, donc, et ça, c'est aussi effectivement un grand risque pour rentrer dans les détails. Vous avez un langage qui est le Michelson, qui est fait pour être au niveau machine. L'idée, c'est que vous voulez voir les bugs au niveau machine. La chance et le problème de Solidity sur Ethereum, c'est que c'est un langage de haut niveau. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous codez, vous ne savez pas exactement ce que fait la machine. Donc, c'est bien parce que du coup, vous comprenez ce que vous faites, alors que quand vous essayez d'avoir un langage machine, vous ne comprenez pas grand-chose. Mais le problème, c'est que voilà, des fois, de façon inattendue, la machine, elle n'exécute pas exactement ce que vous voulez. Et donc, ça mène à des problèmes critiques, comme je viens de les mentionner. Sur Tezos, par exemple, vous pouvez coder en SmartPy, qui est quelque chose d'assez proche de Python. Et peut-être que vous aurez les mêmes problèmes. Mais arrive à un moment, enfin, tout dépend de votre projet, pour être clair. Si vous voulez un projet où, voilà, typiquement, vous voulez tester un truc qui n'a pas tellement d'enjeux, ne faites pas de logique formelle, voilà, travaillez en SmartPy ou en Ligo ou en d'autres langages. Mais si effectivement le projet le justifie, vous avez vraiment des enjeux importants, allez prendre un expert pour identifier en gros ce que votre code fait, pour regarder ce que la machine va faire. Et il y a des outils spécifiques de logique formelle pour vérifier vos codes. Voilà. Donc c'est un travail supplémentaire, si vous voulez. L'idée, c'est que c'est possible. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez ne pas le faire. Ce n'est pas forcément agréable, on va dire, pour des développeurs débutants. Mais c'est un layer important à arriver à un certain niveau de complexité. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? D'accord. En fait, moi, je vois ça un peu comme des tests unitaires, en fait. Ou pas du tout, ça ressemble pas du tout à ça. Les tests unitaires, oui, c'est une forme de… Enfin, oui, ça peut se voir comme ça, oui, effectivement. Okay. Après, le grand sujet pour la logique formelle, c'est de définir à la machine ce que c'est qu'un bug. Donc, il y a des bugs connus classiques. Alors après, voilà, faut bien préciser ce dont on parle sur test unitaire, mais voilà, typiquement, s'assurer qu'on ne traite pas des entiers comme flottants ou vice-versa, des choses comme ça. Bon, c'est des bugs classiques et on va dire ils sont trouvés facilement. Mais j'aime bien parler, par exemple, du bug de l'an 2000. Donc, ça je ne sais pas si vous aviez suivi. Mais en gros, il y a des machines, après 1999 est venue l'année 1900. Ça, il faut que vous définissiez à la machine que c'est un bug. Parce que si vous avez codé print 1 et 9 et puis affiche un truc donc, qui se déroule entre 00 et 99 et après 99 vient 00, finalement, si vous avez créé une façon de compter où votre machine elle considère que c'est acceptable de compter comme ça, ça ne va pas être un bug de passer de 1999 à 1900. Donc, il y a quand même ça réduit considérablement les risques, la logique formelle, mais le grand sujet,
Et donc, typiquement, vous parlez de test unitaire, bah, ça va être de bien définir ce que vous entendez par test unitaire. C'est de bien définir ce que sont les bugs. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que ça marche très bien sur des choses type wallet multisignature, où finalement, entre guillemets, votre contrat, il est assez simple. Il y a assez peu d'événements qui peuvent se passer, mais c'est vraiment critique qu'il se passe bien. Pour des projets très, très, très complexes, typiquement un réseau social décentralisé, vous mettre des votes décentralisés de réputation où en gros vous mettez tout un tas de règles sur vos votes qui sont assez complexes, il peut se passer beaucoup de choses. Le risque, c'est que finalement il y a un comportement inattendu qui était difficile à définir pour la machine et donc qu'il se passe qu'il ne soit pas bloqué par la machine, qu'il ne soit pas identifié parce que tout simplement le code a été fait comme ça. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que vous avez d'autres questions sur la logique formelle? Pour moi, c'est bon, ça répond déjà à ma question. Et donc voilà, pour résumer sur Tezos, et puis on va faire un focus sur le baking après, les 3 grandes spécificités de Tezos, c'est donc la gouvernance on-chain, cette histoire d'auto-amendement de la chaîne, donc le liquide proof of stake, c'est-à-dire du proof of stake où on a le droit à déléguer son vote pour baker. Et donc, oui, quand je parle de droit de vote associé, c'est notamment pour la gouvernance on-chain. Et donc, on a vraiment une chaîne, voilà. Et ça, c'est vraiment sans équivalent sur les proof of stake où il y a 80% de participation. C'est-à-dire il y a 80% des fonds qui ont été affectés dans les différents votes qui ont eu lieu. On va en parler, mais il y a eu 3 amendements. Et ça, c'est des niveaux de participation pour du proof of stake très, très supérieurs aux autres chaînes proof of stake d'aujourd'hui. Et puis donc, la logique formelle pour les smart contracts, avec donc tous les enjeux qu'on vient de décrire. Et donc, un mot sur l'histoire de Tezos. C'est en gros le couple Bretman, et voilà, notamment Arthur Bretman, qui s'était intéressé à Bitcoin je crois que c'est les années 2011-2012, et qui avait dit ça vers 2013, voilà, qui a dit ce serait intéressant de faire quelque chose comme ça. Et donc, il avait bossé là-dessus, il avait formalisé ses idées, et donc, il a écrit un white paper en septembre 2014. Et sur cette base, parce que voilà, c'est passionnant, enfin bon, il y a eu le cas dans beaucoup de choses, de projets blockchain, mais c'est passionnant d'écrire un white paper, mais c'est mieux quand il y a du code derrière. À la fin, une blockchain, il faut quand même des blocs qui s'empilent, sinon on ne va pas aller très loin. Et donc, le septembre 2016, il y a eu le premier code source publié sur GitHub sous licence MIT. Alors ça, c'est important aussi. Donc, il y a d'autres blockchains qui ne sont pas sous licence MIT, sous licence GPL, si je ne me trompe pas. La licence MIT, ça veut dire que c'est un droit non contagieux. C'est-à-dire, typiquement, si vous écrivez des smart contracts basés sur le code de Tezos, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une licence non contagieuse? Ça veut dire qu'on ne vous demandera pas de royalty, que c'est écrit dans la licence qu'on a, qu'il y a à Tezos sur le code, en aucun cas vous risquez de payer des royalties si vous avez fait des smart contracts sur Tezos aux entités liées à Tezos. Alors que si c'est une licence GPL, comme c'est le cas dans d'autres projets, malheureusement si. Enfin, éventuellement, les gens vont vous dire qu'ils renonceront à vous demander des royalties, mais il y a ce risque-là. Voilà. Donc, c'est vraiment important que ce soit une licence MIT et pas une autre. Et donc, en février 2017, l'AlphaNet a été lancé. Et sur cette base, il y a eu une ICO qui est aujourd'hui la plus grosse ICO d'Europe, enfin une des assez grosses ICO qui ont été faites, même s'il y en a eu des plus grosses depuis. Donc, environ 232 millions de dollars en Bitcoin et en Ether levés. Et suite à ça, il y a eu la création de la Tezos Foundation. Et donc, Nomadic Labs a été créé un peu après. Donc, c'est l'entité française. C'est une des grosses entités de l'écosystème Tezos. C'est vraiment donc basé à Paris. Donc, 6 mois après, puisqu'il y a eu l'idée pour la Tezos Foundation de structurer cet argent de l'ICO. Il va notamment financer le corps développement et payer tout simplement les développeurs de Tezos. Et donc, Nomadic Labs est vraiment officiellement créé depuis janvier 2018, donc maintenant à un peu plus de 2 ans. Et puis, suite à ça, le BetaNet a été lancé en juin 2018 et donc le Mainnet septembre 2018. Donc, en gros, l'ICO, vous aviez un token ERC20 sur Ethereum pendant à peu près un an, un peu plus d'1 an, à partir de mi-2017. Et donc, pendant un moment, en fait, votre token, il vous donnait droit à avoir du Tez, la crypto-monnaie, au bloc 0 de Tezos.
Et donc, pendant un moment, en fait, voilà, c'était un token qui était échangé, qui était un pari, enfin, un droit à avoir le token au moment du lancement. Et donc, depuis septembre 2018, vraiment, Tezos tourne, c'est-à-dire, donc avec les gens qui avaient le token, il y a eu un snapshot, on a pris, entre guillemets, en photo les répartitions des tokens donc un peu avant, et puis on a répercuté sur le mainnet de Tezos le token. Et donc voilà, la blockchain est vraiment fonctionnelle depuis en gros 1 an et demi, un peu plus maintenant. Et donc je vous parlais de gouvernance on-chain. Il y a eu plusieurs amendements, donc notamment l'amendement Athènes en mai 2019, l'amendement Babylone, donc on aime bien les villes, en octobre 2019, et l'amendement Carthage en mars 2020. Et en gros, enfin, on va en parler, il y a un cycle d'à peu près 6 mois pour les amendements. Voilà, il devrait y avoir un nouvel amendement fin d'année. Donc, peut-être un mot voilà, sur. Alors, il y avait des questions tout à l'heure, et je vous en prie, c'est peut-être le moment de les poser, sur les questions de coûts énergétiques. Donc, peut-être déjà un mot sur les dénominations. Donc, proof of work, ça veut dire quoi? Enfin, vous essayez de résoudre un problème. Alors, certains disent il est simple, mais c'est juste qu'on ne connaît pas la solution. Enfin, en tout cas, mais en gros, si vous arrivez à mettre un bloc en proof of work, ce que vous avez prouvé, c'est que vous avez fait des calculs pour y arriver. Donc, vous avez travaillé. Sur un proof of stake, ce que vous avez prouvé, c'est que vous avez des crypto-monnaies. Donc, vous avez du stake. Et donc, en termes de coût énergétique global, et ça, c'est vraiment un sujet assez important pour voilà, ce qu'on appelle en France le RSE. Donc, j'avoue que je ne connais pas bien ces problématiques-là pour la Réunion, mais aujourd'hui, un grand groupe coté en France, il doit faire un reporting sur ses coûts environnementaux, sociaux et environnementaux. Donc concrètement, il y a un sujet à n'en plus finir. Donc si vous déployez un smart contract sur une chaîne proof of work, quelle est votre contribution énergétique? Est-ce que vous venez d'augmenter votre contribution énergétique? Donc là-dessus, c'est pas clair. Hein. Je pense, voilà, il y a beaucoup d'articles qui circulent. C'est pas clair ce que c'est que le coût d'une blockchain proof of work. C'est pas clair non plus quel impact vous avez quand vous faites juste un smart contract et que vous minez même pas, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet. Il y a un sujet, et en tout cas, il y a des gens qui pensent que c'est un sujet important. Mais donc, pour le proof of work, en tout cas, pour être très rapide, ce qu'on va avoir tendance à dire, c'est que le coût énergétique, c'est le coût d'énergie de tous les mineurs qui minent. Et ça, en gros, il a vocation à être assez élevé puisque c'est le principe même d'une chaîne proof of work qui est beaucoup de minage. On va dire, il y a des chaînes proof of work où il y a peu de minage, mais du coup, elles sont peu sécurisées. Donc, c'est important qu'il y ait beaucoup de machines qui tournent. Et du coup, potentiellement, si le Bitcoin, l'Ether montent beaucoup, ça devient rentable de miner. Enfin, vous avez une tendance à ce qu'il y ait toujours plus de machines qui tournent. Et donc, à voir, ce serait sans doute pas une croissance exponentielle, peut-être une croissance linéaire, mais sans doute que vous avez un coût énergétique significatif sur le proof of work. Alors que sur le proof of stake, donc pour parler de Tezos, qui est un de ceux où il y a le plus de stackers, aujourd'hui, on a plus de 400 stackers. Je crois que le chiffre est autour de 420 aujourd'hui, 22 mai 2020. En gros, concrètement, votre coût énergétique, alors on peut discuter des calculs, mais à peu de choses près, c'est 420 connexions Internet. Donc là, il faut juste des connexions Internet. Il n'y a aucun intérêt à avoir une machine particulièrement performante. Enfin, voilà, il n'y a pas d'énergie à toujours plus utiliser. C'est pas clair si on aurait beaucoup plus de bakers si le cours faisait x10, x20, x100. Peut-être que si, mais sans doute pas dans des proportions gigantesques. Mais en tout cas, voilà, pour typiquement une grande banque qui a 150 000 collaborateurs, ces 150 000 personnes, ils ont déjà des connexions Internet. Donc, un réseau avec 400 connexions Internet, certains diront, mais Internet aussi, c'est un coût énergétique important, c'est grave, etc. Bon, c'est vrai que sans Internet, on n'aura pas beaucoup de blockchain. Mais globalement, votre coût, il est assez fixe et assez faible. Alors que sur les machines de proof of work, ça, c'est vraiment des coûts énergétiques supplémentaires. Et donc, il y a une vraie question de savoir si on reporte. Est-ce que c'est clair pour ces questions de coûts énergétiques ou est-ce que vous avez des questions? C'est clair. Okay. Ouais, c'est clair. Très bien. Alors, j'espère que vous voyez bien l'écran. Donc, on vous a préparé un espèce de deep dive sur le baking, comment ça se passe en réel. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, il y a des mécanismes de roll. Donc, on va en parler, mais au début, il fallait 10 000 thèses pour baker. Maintenant, alors c'est vrai que le cours du thèse avait pas mal monté par rapport à il y a 1 an et demi. Maintenant, c'est 8 000, ça a été voté. Donc voilà, il y a les thèses. Et bon, là, on vous a montré la délégation aussi. Vous voyez, l'idée, c'est que si vous avez voilà, enfin, si vous êtes baker, voilà, Jeanne, par exemple, si vous êtes baker avec plus de 8000, bah, vous bakez et puis c'est tout, et vous avez votre rôle. Avec ce mécanisme que, voilà, bah, si vous avez 9000, 12 000 thèses, bah, en attendant, ça fait qu'une rôle de 8000. Voilà, il y a l'effet, on va dire, de mise à l'entier. Mais éventuellement, les rôles voilà, votre rôle, c'est pas forcément que vous avez 8000 thèses, c'est que peut-être que on vous a délégué. Voilà. Typiquement, Samuel, il a 7000 thèses et il y a Marc qui lui en a délégué 1000, pardon. Donc ça lui fait une rôle, mais sa rôle, il l'a pas tout seul. Et donc voilà, autant Jeanne, elle est pas très maligne, elle a 12 000 thèses et elle fait qu'une rôle parce qu'elle délègue rien. Autant, vous voyez, Marie, par exemple, elle a 12 000 thèses, mais elle s'est débrouillée pour avoir Pierre qui lui délègue 4 000. Et du coup, elle se retrouve avec le contrôle de 2 rôles en termes de baking. Et donc voilà, donc on a essayé de vous représenter dans des moyens assez simples. À la fin, c'est le nombre de rôles qui compte de 8000, mais avec des mécanismes de délégation. Est-ce que c'est clair pour comment se passe le délégation et la rôle, ou est-ce que vous avez des questions? C'est clair. Pour moi, c'est... Ok, super. Et donc ensuite, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une liste. Donc, on voit les gens baker. Donc, on ne vous a pas mis tous les détails, mais je suis ravi de répondre à vos questions. Mais en gros, ils font un peu de temps pour avoir vos droits à baker, un peu plus d'un mois. Et donc, une fois que vous êtes connecté au réseau, parce que oui, il y a une règle fondamentale dans tous les proof of stake, c'est que comme vous voulez qu'il y ait un nombre critique de gens qui soient connectés 24/24, vous voulez éviter à tout prix un downtime. Enfin, voilà, il n'y a pas plus terrible pour une blockchain que d'avoir un downtime, une période où on ne peut pas faire de transactions, où rien ne peut se passer. Donc, vous avez un mécanisme où il faut être connecté pendant un mois au réseau avant d'avoir le droit de baker. Voilà. Une fois que vous avez le droit de baker, bah, vous enchaînez suivant ces mécanismes-là. Et l'idée, c'est que vous avez un mécanisme, en gros, des cycles tous les à peu près 3 jours, où, alors à peu près 3 jours si les bakers se comportent bien, où en gros, on fait une liste des bakers, qui est générée aléatoirement, mais connue plusieurs jours à l'avance. Donc, je vous dis, en gros, 2 à 3 jours, où on va dire, bah tiens, là, il y a tant de rôles, il y a tant de blocs qu'on va ajouter en 3 jours, et donc, on va mettre des priorités. Donc, typiquement, vous, je sais pas, voilà, Samuel, par exemple, il va avoir le 150e bloc à partir de tel jour, un autre le 140e. Et le principe, c'est qu'il y a des priorités, c'est-à-dire c'est chacun son tour. Il faut mettre un bloc. Vous avez un temps limité pour mettre un bloc qui est lancé à partir du temps du précédent bloc. Bah, si vous n'arrivez pas à baker à ce moment-là, bah, en gros, vous avez perdu votre priorité et vous allez aussi être pénalisé. Vous allez avoir du mal à baker de nouveau. Enfin, il vous faudra du temps. Vous êtes blacklisté temporairement. Voilà. Il y a vraiment l'idée mais ce qui est logique au proof of stake, de punir les gens qui ont des mauvais comportements. Enfin, voilà. Ce qu'on attend d'un baker, c'est qu'il soit fiable, qu'il mette son bloc quand on lui demande et qu'il soit tout le temps connecté. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire ça, bah, mieux vaut que vous déléguiez pas et que mieux vaut justement que vous déléguiez, que vous ne bakiez pas. Et donc, c'est chacun son tour et à vous de bien être pertinent quand c'est votre tour et de bien baker. Et donc, chacun bake. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que vous regardez le comportement des autres. Et donc, à vous aussi, en gros, de vous comporter comme c'est prévu, de ne pas faire des choses étonnantes. Sinon, vous risquez d'être blacklisté par les autres bakers. Et donc, très concrètement, donc, vous avez des priorités pour baker. Donc, baker, ça consiste à ajouter un bloc avec un certain nombre de transactions. Et ce que vous allez récupérer, c'est les frais de transaction des transactions que vous allez mettre. Mais donc, ce qui va se passer aussi, c'est que donc, vous allez avoir une récompense en tant que baker. Mais ce que font aussi les bakers, c'est d'endorser les blocs des autres. Donc, vous allez avoir jusqu'à 32 autres bakers qui vont endorser votre bloc, si tout se passe bien. Et donc, c'est ce mécanisme. Du coup, vous avez intérêt à faire un bloc, entre guillemets, normal, pas trop bizarre. Sinon, bah, vous avez un risque que l'endorsement ne se passe pas très bien et que derrière, voilà, vous n'ayez pas de récompense de baking pendant un petit moment. Et donc, un mot aussi sur le fait que, donc voilà, il y a des max, hein, comme vous le voyez.
Mais en gros, il y a de l'inflation on-chain, c'est-à-dire les bakers, pour les rémunérer, on va créer des thèses pour ça, avec un maximum qui fait un maximum d'inflation. Et donc le baker, il va percevoir ça et en général, il a des contrats. Donc c'est ça pourquoi Marc, dans le schéma, il met 1000 thèses, il délègue à Samuel plutôt qu'à un autre en général. Et donc si jamais vous cherchez à déléguer, les bakers vont vous faire des offres de délégation. Et donc, en général, le baker, il va reverser à ceux qui lui ont délégué une partie de ce qu'il a reçu. Enfin, il a besoin des fonds des autres pour recevoir plus. Et il y a un business à faire sur le baking. Il va reverser à ceux qui lui ont délégué. Voilà. Et donc, vous, en tout cas, si jamais il y a un marché là-dessus, si jamais vous déléguez et vous constatez que qu'on ne vous verse pas ce qu'il faut ou que d'autres vous verseraient plus, etc., enfin, c'est à vous de faire tourner le marché, déjà de vous assurer que le baker il vote suivant ce que vous voulez voter et que vous recevez bien ce que vous vous attendez à recevoir et en gros tous les 2-3 jours, si je sais pas après plusieurs jours vous recevez pas ce que vous êtes censé recevoir du fait de votre délégation, changez de staker tout simplement. Alors on a aussi des mécanismes de primes où on évite ce qu'on appelle l'over-délégation. C'est-à-dire le baker, il faut qu'il ait un certain nombre de fonds pour avoir de la délégation. Voilà. Vous ne pouvez pas en gros avoir avec très très peu de fonds d'énormes délégations, puisque ça prend le risque évidemment. Le baker prenne la récompense et laisse beaucoup de gens. Là, l'idée c'est que dans sa récompense, il n'y a qu'une petite partie qui irait à la délégation. Il y a beaucoup de fonds qui lui reviennent entre guillemets directement. Voilà, c'est une protection. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le baking ou est-ce que c'est clair? Moi, j'ai une question. On ne parle pas ici des bonds, BOND. Alors, c'est-à-dire à chaque fois qu'on... Alors, je reviens sur mon exemple. On est obligé de laisser des fonds. Il faut qu'on ait des fonds suffisants pour pouvoir backer. Et on met en jeu ces fameux bonds. C'est ça que j'ai pas compris moi dans le baking. On est obligé d'avoir un certain nombre de jetons pour pouvoir backer. Alors, pardon. Donc effectivement, vous êtes sûr qu'on parlait bien de ça. Là, l'idée c'est que oui, en un certain sens, quand vous déléguez, vous faites un bond, c'est-à-dire vous attendez que le baker vous rende en contrepartie les fruits de son baking, d'accord? C'est-à-dire, c'est une analogie. Donc là, j'ai parlé de délégation. Effectivement, j'ai utilisé un tout autre vocabulaire, mais pour être caricatural, donc il faudrait voir d'un point de vue juridique. Ce que je vais dire est une simplification, mais Marc, dans cet exemple, qui a 1000 thèses, d'accord, quelque part, il va obtenir de Samuel une promesse qu'on va lui reverser des intérêts sur ces 1000 thèses. D'accord? Il donne la délégation tout de suite, il s'engage à la laisser, et en contrepartie, il est censé recevoir des intérêts. Ouais. Donc, c'est une forme de bond, d'accord? Après, là où c'est une forme de bond, c'est que normalement, le bond vous donne des fonds. Là, Marc, il ne donne rien. Il se contente de déléguer. Mmh. Et donc, pardon, il y a deux types de ça. Il y a ça qu'on peut identifier comme un bond. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que Samuel dise, j'aimerais faire plusieurs rôles. J'en ai pas assez. Marc, donne-moi des thèses. Donc, c'est ce que je parlais sur les fonds en garantie qu'il faut. Il faut un certain nombre de fonds en garantie pour un baker pour ne pas être dans l'over-délégation, ne pas être bloqué. C'est-à-dire, il y a un moment où vous pouvez plus, pour un baker, vous pouvez plus accepter de thèses déléguées, d'accord, parce que vous n'avez pas assez de fonds. Donc là, pardon, c'était peut-être ça la question que j'ai mal compris. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc là, ce qui peut se passer, c'est que, alors, à Marc ou à d'autres, mais disons quelqu'un qui lui fait confiance, avec qui il a une relation, Samuel, ce qu'il peut dire à Marc, c'est, s'il te plaît, ne me délègue plus tes thèses, donne-les-moi, donne-moi l'accès aux thèses, envoie-les-moi, d'un point de vue technique, et je te fais un bond là-dessus. C'est-à-dire là, clairement, Marc, il donne ses fonds. Du coup, Samuel, ça lui permet d'avoir plus de garanties pour pouvoir baker plus et donc pour pouvoir avoir plus de délégués.
et dire bah, ça a une certaine valeur et Samuel est censé verser à Marc derrière des intérêts pour ça. Après, là, Marc, il prend. Voilà, là c'est un vrai bond, entre guillemets. C'est-à-dire, Marc, il prend des risques sur ses fonds. S'il donne ses fonds à Samuel, voilà, il n'a plus la clé privée, il n'a plus l'accès aux fonds. Bah, il risque de tout perdre si Samuel part avec la caisse. Oui. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui. Et à chaque fois qu'on va récupérer un reward, et il y a toujours ces fameux bons de mise en jeu pendant un certain nombre de cycles, j'imagine. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que tous les cycles à peu près, les bakers, enfin sauf si c'est les tout petits enfin bref, sans rentrer trop en détail. En gros, pour résumer, à peu près tous les cycles, c'est-à-dire à peu près tous les 3 jours, chaque baker, un baker, ou en tout cas les gros bakers, reçoivent des fonds et qui sont censés dispatcher entre eux ceux qui ont pris un loan, ceux qui ont délégué. Voilà, mais à la fin, et c'est comme ça que se passe le protocole, c'est le baker qui a le contrôle des clés. Voilà. Donc, s'il décide de ne pas donner ce qu'il a donné, voilà. S'il décide de garder les thèses qu'on lui a prêtées, voilà. Il y a un risque de contrepartie. Voilà. Attention. Ok. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que vous avez d'autres questions sur le baking? Non. Bon, bah, donc on va dire que le sujet du baking a été traité à peu près. Donc là, un mot, voilà, je vous laisse, mais pour information, on avait parlé un peu voilà, de ces questions de gouvernance on-chain. Bah, l'histoire de Bitcoin avec un bon paquet de forks. Et puis, donc, pour en citer aussi, bah, il y a eu bien sûr le fork de Bitcoin Cash avec Bitcoin SV. Il y a eu aussi Ethereum classique. Donc, l'idée, c'est voilà, définir Bitcoin aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Hein. Il y a eu beaucoup de projets différents. Voilà, c'est pas qu'une théorie, les hard forks, c'est une réalité de toutes les chaînes. Et ça j'aime bien dire. En fait, c'est normal que vous ayez des hard forks dans les grosses chaînes. C'est normal que les typiquement, je suis pas étonné qu'il n'y ait pas de hard fork. Alors là, on parle bien de hard fork contentieux, hein, de Dogecoin. Finalement, c'est une communauté voilà, assez peu intéressée par le code. Je crois qu'il y a eu très peu de commits de développement. Bon, mais une très grosse crypto-monnaie qui vaut plusieurs dizaines de milliards comme Ethereum, comme Bitcoin, bah, c'est compliqué d'avoir un consensus. Voilà, quand vous atteignez beaucoup de gens, enfin, vous voyez bien, dans une démocratie, il n'y a jamais rien qui fait consensus. C'est logique finalement que vous ayez ces problèmes de consensus. Et donc, alors l'avenir le dira, mais je pense vraiment que cette gouvernance on-chain apporte, on va dire, plus de sécurité, plus de head of education. Pardon, il y a une question? Non. Donc voilà, je vous ai mis aussi le mécanisme de vote. Alors, le quorum en fait a changé depuis. Je suis désolé sur la formule de quorum, mais en gros, voilà, il y a des cycles, comme ça a été dit. Donc, un cycle qui correspond à en gros 3 jours. Et les 32 cycles, ça correspond à en gros environ 3 mois. Plus de temps s'il y a des bakers défaillants, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est à peu près ça. Une phase de proposition. Et donc là, voilà, on a eu un nouvel amendement récemment, donc on est rentré dans cette phase-là où chacun peut proposer. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse, coder quelque chose, proposer un code de changement de Tezos. Ensuite, il y a une phase de classement des propositions. Vous voyez, des bakers peuvent classer jusqu'à 20 propositions, donc globalement, c'est quand même très libre. Et donc, après, l'idée, c'est qu'on va explorer le vote, c'est-à-dire, donc, faut atteindre une super majorité, il faut attendre un quorum. Mais là-dessus, voilà, s'il y en a qui veulent creuser la gouvernance on-chain, on a, je transmettrai le lien, n'hésitez pas à soit à me le demander, soit à demander aux organisateurs du summit. Il y a une phase d'exploration du vote où on va voter pour tester les propositions les mieux classées et voir si, en gros, il y a une super majorité pour atteindre le niveau test. Voilà. Si finalement, il n'y a aucune des propositions, alors c'est jamais arrivé, mais ça peut arriver, aucune des propositions qui atteint la super majorité, très bien, on s'arrête là. Mais sinon, on arrive au niveau de test. Donc, il y a une phase où, en gros, il y a une chaîne test pendant 48 heures. Enfin, l'idée, voilà, c'est que on va faire des tests off-chain pendant un certain nombre de cycles pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bugs inattendus. Et ensuite, basé sur ces tests, il y a une phase de promotion du vote où on peut décider de promouvoir au mainnet. Et si jamais, voilà, donc il y a quand même, vous voyez, il faut quand même 2 fois la super majorité pour une proposition donnée pour qu'elle passe la phase de test, puis pour qu'elle passe en mainnet. Si jamais on passe cet ensemble de cycles, vous avez un amendement qui est ajouté à la chaîne. Est-ce que c'est clair pour ce mécanisme de vote ou est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Ok, donc pardon. Voilà.
Donc un mot, une petite histoire des amendements. Donc voilà, en fait, jusqu'ici, ce process s'est passé à chaque fois, donc de façon à ce que vous ayez des amendements le moment venu. Donc il y a eu l'amendement Athènes en mai 2019, où un des éléments, c'était de réduire la rôle nécessaire pour un baker de 10 000 à 8 000. Il y a eu l'amendement Babylone avec notamment en fait un changement dans la formule de quorum et enfin une légère modification de l'algorithme. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est l'arrivée des smart contracts et des nouvelles features. Donc, en gros, notamment, on va dire les infrastructures qui se sont précisées pour que vous puissiez faire de la logique formelle. Et puis là, récemment, l'amendement Carthage avec un certain nombre de changements également. Et notamment, ce qui est en train d'être travaillé comme proposition, alors après, ce sera voté ou pas, mais c'est le projet Sapling, donc avoir, alors dans une large mesure, les techniques de zero knowledge de Zcash. Est-ce que tout le monde est au point sur ce qu'est le zero knowledge, ou est-ce que je devrais préciser ce que c'est? Bon, qui nous dit mot consent, on va dire. Mais donc voilà, pour que vous ayez un mécanisme. Oui, pardon. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Oui. D'accord. Alors, donc, le zero knowledge, bon, c'est de l'algèbre sans rentrer trop dans les détails. En gros, c'est des. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent Monero ou Zcash. En gros, donc, c'est des techniques où vous voyez la blockchain, vous pouvez vous assurer que combien il y a de tokens en tout, mais vous ne pouvez pas voir les transactions. C'est-à-dire, vous pouvez voir qu'il y a des flux, qu'il y a des transactions, mais typiquement, aujourd'hui, je vous envoie des thèses ou des bitcoins. Vous pouvez voir avec mon adresse combien il y a de fonds sur l'adresse. Et donc, peut-être essayer de savoir si je suis riche ou je suis pauvre dans cette crypto-monnaie. Les techniques zero knowledge, justement, vous ne voyez pas ça. C'est obfusqué par des techniques de cryptographie. Vous pouvez voir que vous avez bien reçu vos fonds, qui viennent bien de moi, que le nombre de jetons total de la blockchain n'a pas augmenté, mais vous ne savez pas combien il y a. Du moins, c'est des problèmes d'algèbre non résolus aujourd'hui, pour obfusquer ça. Et ça, c'est très important. Enfin, là, récemment, on a eu typiquement une adresse Bitcoin de 2009 qui a bougé, là, de février. Alors, est-ce que ça a entraîné un crash ou pas? Mais c'est quand même un problème que, voilà, quand vous avez des fonds et que vous les bougez, tout le monde le voit. Et du coup, tout le monde agit en fonction. Et c'est aussi un problème d'anonymat, voilà, que vous puissiez inférer combien j'ai de crypto-monnaies, c'est même un problème de sécurité pour moi. Et donc là, voilà, donc, le projet Sapling, c'est d'avoir un standard de token où vous puissiez faire de la logique formelle là-dessus si vous prenez le temps. On est en train de travailler dessus. Mais l'autre grande chose, c'est que vous ayez donc du zero knowledge. C'est-à-dire que une fois que vous avez émis le token, et s'il est sous forme de zero knowledge, vous ne pouvez pas voir les échanges entre les tokens. Donc, garantir ces éléments de confidentialité, de privacy en anglais. Est-ce que ça répond sur les questions de zero knowledge? Oui, très bien. Et donc, ce projet Sapling, là, on est dans la phase de finalisation du code et c'est toute la question, est-ce qu'il va être dans le prochain amendement qui devrait être fin d'année ou pas? Voilà. Ok, merci. Donc, un mot maintenant sur la Tezos Foundation très rapidement. Donc, c'est une fondation suisse à but non lucratif qui a beaucoup d'argent. Hein. Au dernier rapport, elle avait environ 630 millions de dollars de fonds. Elle finance la R&D, les actions favorisant l'adoption de la technologie et les outils et les diables. Donc, ça, n'hésitez pas. On a des campagnes de grants, donc c'est des dons. N'hésitez pas à vous le faire postuler. Typiquement, voilà, il y a eu des gens qui ont voulu faire un observateur blockchain. Et il y a l'idée de dire, ça, c'est dans l'intérêt de la communauté Tezos que ce soit open source. Donc, posez le code open source. On comprend que vous ne ferez pas de business, mais on vous finance le développement, voilà. Et donc, la Tezos Foundation, elle finance ces projets-là pour encourager l'adoption de Tezos. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, des projets pour aider, n'hésitez pas à proposer ou à postuler. Et c'est le rôle de la Tezos Foundation de financer. Voilà. Et donc, Nomadic Lab, c'est une des équipes du protocole Tezos. Et donc, notamment, elle est consacrée au core protocole. Elle a développé un certain nombre d'amendements. Les 3 amendements, notamment, que j'ai mentionnés, ont été développés par
notamment l'équipe de Nomadic Labs, donc, qui est en gros une cinquantaine de personnes à Paris et qui travaillent au développement. Et ce qui est très particulier à Nomadic Labs, c'est qu'il y a à peu près la moitié des gens qui ont des doctorats. Donc, c'est une filiale à 100% de la Fondation Tezos avec un partenariat avec l'INRIA. Et l'autre chose, c'est qu'on est là aussi pour faire des supports de formation. Donc, s'il y en a qui veulent travailler sur des formations de Tezos, sur un certain nombre des volets que j'ai mentionnés, n'hésitez pas et on serait ravis de vous aider à faire vos supports et de vous financer. Et donc, voilà, l'idée, c'est en termes d'enablement qu'il y ait Nomadic Labs et qu'autour, il y ait des builders, donc des gens qui vont développer les outils dédiés et potentiellement, typiquement dans des contextes de STO, qu'il y ait des plateformes ou pas, puis les différents acteurs. Voilà. Et donc, c'est mon dernier slide. Tezos, alors, c'est dans une large mesure un projet français. Arthur Bretman est français, etc. Mais ça se veut un projet mondial avec des équipes dans différents pays. Et puis, la carte n'est pas à jour, mais il y a Tezos Réunion qui vient de se créer. Exactement. Une présence dans les différents pays. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'ai fini en tout cas. Vous n'avez pas de questions? Voilà. Présenter. N'hésitez pas. Merci beaucoup. C'est un Nelly Chetue-Diop qui gère, qui travaille aujourd'hui avec Tezos sur Tezos Afrique. Donc je ne sais pas si on sera peut-être amené à se recroiser, en tout cas, moi qui m'occupe de Jimmy Coder. Et donc on serait très content de pouvoir voir ce qu'on peut faire ensemble. Bravo en tout cas pour la présentation, c'était top. Ok, merci à tous. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter. D'accord, j'aurais une petite dernière question si possible. Est-ce que vous savez si la fondation Tezos ou Nomadic Lab recruterait des stagiaires? Alors, oui, là, comme ça, à brûle pour point, sans spécification. Je pense que le mieux, c'est que vous m'envoyez un CV et qu'on voit. Ce que je peux vous dire, c'est que, et je pense qu'on est une des rares entreprises comme ça en France, il n'y a pas eu de chômage partiel. Et à ma connaissance, c'est pas prévu qu'il y en ait à Nomadic Labs. Et on a eu des nouveaux arrivants en mai et en avril, dont des stagiaires. Voilà. Après, est-ce qu'on recrute pile dans une semaine? Faut voir dans quel domaine. Voilà. Il y a différentes équipes. Peut-être sans trop rentrer dans les discussions, il y a une équipe adoption qui est chargée de faire de présenter Tezos aux gens. Moi, j'ai une équipe support qui est chargée en gros de s'assurer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter s'il y a un sujet. Que les gens qui veulent utiliser Tezos sont les bons outils, typiquement de l'aide à la logique formelle pour ceux qui n'y arrivent pas, etc. Il y a une équipe Sapling, comme je disais, qui travaille sur ce projet de Zero Knowledge dont j'ai parlé. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur le shell, c'est-à-dire la façon dont les nœuds interagissent entre eux, d'autres sur le GAD. Voilà, il y a plein d'équipes différentes. Sans doute qu'il y en a en tout cas, je sais qu'il y a eu des recrutements très récents. Sans doute qu'il y a des équipes qui recrutent des stagiaires, mais j'aurais besoin, si vous postulez, que vous soyez plus précis sur ce que vous voulez faire et où, entre guillemets, dans quelle équipe vous souhaiteriez atterrir. Mais oui, en tout cas, on recrute, on a recruté. Voilà, nos effectifs sont en croissance sur le mois d'avril et sur le mois de mai. Je pense que voilà, il y a peu d'entreprises françaises de moins de 50 salariés qui peuvent le dire en France. Et on serait ravis. Voilà, un des prérequis, c'est de s'intéresser à Tezos. C'est sûr que si ça vous intéresse. Moi, ça serait plus sur le côté développement. Voilà. Comme je vous dis, parlons-en. On a parlons de vos spécialités. Est-ce que vous connaissez le Zero Knowledge? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que vous connaissez exactement en développement? Et on a des exercices et on est ravis de vous faire passer un entretien le moment venu. Comme vous dis, le mieux, c'est que vous me contactiez sur LinkedIn ou en récupérant mon mail par le biais de Marc ou d'autres organisateurs et que vous me contactiez et qu'on voit ça. Voilà. Super, merci. Et je vous souhaite à tous en tout cas une excellente journée. Merci encore une fois pour cette opportunité et ravi de donner suite à d'autres quand il y en a. Super, bravo en tout cas, c'est top. Merci. Merci beaucoup pour la présentation.
Merci Gianni. Merci Marc.